cet ordinateur. Bonjour Denis. Bonjour Carole. Eh bien, Denis, je suis ravie qu'on se retrouve pour ce nouveau webinaire, enfin plutôt une conférence, qui va être consacrée à la fonction d'influenceur des managers de la transformation. Tout à Avant de te laisser la parole et te permettre de te présenter, même si on commence à bien te connaître, juste rappeler que Résultant, c'est un cabinet qui est spécialisé dans la transformation culturelle et managériale. Et c'est parce que nous connaissons bien les accompagnateurs des transformations qu'on propose ce thème maintenant. Voilà, Denis, est-ce que tu veux nous dire voilà, quelques mots sur toi? Bah, écoute, comme tu le sais, depuis quelques années, j'accompagne le management intermédiaire des grands groupes industriels, mais aussi le management des entreprises de l'ESS, hein, du travail social, principalement sous la forme de supervision, comme je fais aussi de la supervision de coach. Voilà, pour l'essentiel, c'est une activité de supervision. Tout ce que je fais est nourri de tout ce que les managers ont pu m'apprendre de leur métier dans ces supervisions. Eh bien, écoute, je te propose de prendre la main pour partager ton écran de la présentation que tu vas nous détailler. Voilà. Alors, juste, première, réflexion, c'est dans l'entreprise, le manager a essentiellement une fonction d'influence. On verra tout à l'heure que l'influence en les 2 sens, c'est-à-dire qu'il influence ses collaborateurs, mais aussi sa hiérarchie. De la même manière, il est lui-même influencé par, les collaborateurs et la hiérarchie. C'est un phénomène, c'est bijectif, hein, les 2, chacun influence l'autre, hein. Voilà, donc pourquoi on parle d'influence maintenant par rapport à un management plutôt taylorien traditionnel? C'est qu'en fait, dans les organisations dans lesquelles on est, qui sont souvent assez protéiformes, hein, dans un monde en mutation imprévisible et complexe, hein, le fameux VUCA dont on parle assez souvent, toutes les nouvelles technologies génèrent des mutations dans le travail, mais aussi dans les métiers. C'est-à-dire que les métiers changent, ne sont plus les mêmes. La façon de piloter les métiers change en même temps. Des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans se mettent à apparaître et certains disparaissent. Et puis pour l'essentiel, les métiers d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont des métiers qui reposent sur la pratique de gestion de flux d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait plus quelque chose comme l'ouvrier sur sa machine, des usines Renault, du quai de Javel. Maintenant, on est devant un ordinateur, on gère des flux d'informations dans un environnement qui est souvent complexe et incertain. Donc le travail a qualitativement changé de forme et forcément, la façon de manager, de gérer, une activité dépend beaucoup de la qualité de l'activité. Donc c'est pour ça que le management, lui aussi, est en train de complètement changer on peut dire dans son ADN. Voilà, donc en fait, si je fais une comparaison avec, l'ancien monde, hein, comme on dit maintenant, c'est un peu à la mode. On pourrait dire que dans une organisation du type taylorien qui est plutôt bureaucratique, le management intermédiaire a plutôt une fonction d'exécution. C'est plutôt un relais de pouvoir. Globalement, il fait ce qu'on lui demande et il fait faire ce qu'on lui demande de faire faire. Et je reprendrai un peu ce que disait Weber dans l'exercice des métiers de l'accompagnement, les métiers de l'autorité et du management. L'exercice de ces métiers repose sur 3 types d'autorité. L'autorité conférée, l'autorité légitime et l'autorité naturelle. C'est-à-dire si j'ai à la fois l'autorité conférée, l'autorité légitime et l'autorité naturelle, je peux exercer mon métier. Ceci dit, en fonction de la qualité de l'entreprise, de la forme de l'entreprise ou de sa façon de fonctionner, ces 3 composantes peuvent varier. Alors, je rappelle rapidement, l'autorité conférée, c'est la casquette comme dans l'entreprise, hein, qui m'autorise à être le chef, hein. C'est quand l'entreprise vient dire aux ouvriers: «Ça, c'est votre chef et vous lui obéissez», ça, c'est l'autorité conférée. L'autorité légitime, elle est donnée par le fait qu'auprès des gens pour qui je travaille, avec qui je travaille, heu, je suis reconnu comme étant expert dans mon métier. C'est-à-dire que si je connais très, très bien le métier, si je suis un bon expert de la technique, heu, qu'utilise l'entreprise, ça me donne une autorité légitime qui m'est nécessaire. Alors elle m'est autant nécessaire par rapport à mes chefs qui ont besoin que je connaisse le métier pour que mon expertise serve à contrôler, l'activité, mais elle est aussi nécessaire auprès
des ouvriers ou des collaborateurs qui ont très souvent, surtout dans un système bureaucratique, besoin de se réfugier derrière un chef qui sait, hein. C'est le chef qui sait, c'est le chef qui commande. Et quand on a affaire, ça m'arrivait souvent d'accompagner des managers qui n'avaient pas cette autorité légitime, qui ne connaissaient pas bien le boulot, généralement, ils ne durent pas longtemps dans une entreprise du type Tellurien, parce qu'il y a une vraie demande d'avoir un chef qui connaît bien le boulot. L'autorité naturelle étant ce qui est en moi naturellement, qui fait que je suis naturellement un bon chef, hein. Je sais m'imposer, je ne suis pas obligé de crier pour qu'on m'obéisse. Voilà, c'est l'autorité naturelle, ce que je fais naturellement. Et en fait, ces 3 autorités, elles évoluent en fonction du type de management dans lequel je suis. Quand je suis dans une organisation hiérarchique, type taylorien, comme on disait à l'instant, dans lequel l'information, c'est le pouvoir, ce qui va asseoir mon pouvoir, c'est essentiellement l'autorité légitime. Fortement conseillé de bien connaître son métier, d'être le meilleur des chefs pour pouvoir exercer cette mission d'exécution, de transmission d'exécution. Mais il est aussi tout à fait indispensable d'avoir une autorité conférée. C'est-à-dire qu'il est aussi nécessaire dans une organisation bureaucratique que l'autorité me soit conférée, c'est-à-dire que je sois vraiment identifié comme étant chef. Alors, ça paraît comme ça évident, mais ce n'est pas si simple parce qu'il arrive bien souvent, notamment dans des entreprises en transformation, que l'autorité ne soit pas clairement conférée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où le patron est descendu à l'atelier en disant « maintenant c'est lui votre chef, c'est plus l'autre ». Souvent les choses se font rapidement sans forcément qu'on mette des mots dessus et très souvent les collaborateurs ne savent plus trop où ils en sont pour savoir qui est-ce qui est le chef, qui c'est qui n'est pas le chef, qui est-ce qui a le droit de sanctionner, qui a le droit de dire ce qu'il faut faire, etc. Donc l'autorité conférée, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans une organisation du type hiérarchique euh, où il faut asseoir son autorité sur l'autorité qui nous est conférée. Et par rapport à ça, l'autorité naturelle a relativement peu d'importance. C'est-à-dire que tant mieux, hein, si en plus je suis un chef respecté, respectable et que je me fais accepter par mes collaborateurs, tant mieux. Mais à la limite, ce n'est pas forcément le plus important. Il y a plein d'entreprises du type Tellurien où le management intermédiaire a surtout l'autorité conférée, pas mal d'autorités légitimes, et puis souvent, ce n'est pas forcément des gens avec qui la relation est agréable. Mais bon, ils sont bons, hein. Ah, c'est le meilleur, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est souvent ça que les ouvriers me disent. Par contre, dans un mode d'organisation qu'on pourrait appeler organique, hein, toutes ces formes nouvelles du travail, entreprise agile, libérée, responsabilisante, enfin, toutes ces choses-là, qu'on pourrait plutôt appeler neuronales, parce que c'est plutôt sous forme de réseau que ça marche. Ce qui prime, ce n'est pas l'information, c'est le nœud. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'autorité se construit autour de sa fonction d'interface. Et dans ce cas-là, ce qui est important, ce n'est pas tellement d'avoir du pouvoir que de faire autorité. Ça a une conséquence importante sur les 3 composantes de Weber, dans la mesure où, dans ce type de management, que l'autorité légitime a relativement peu d'importance. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le plus important d'être un expert du métier. Très souvent, on a des managers qui ne connaissent pas forcément grand-chose de métier, mais qui savent déléguer l'autorité, qui savent faire confiance, qui savent créer de la cohésion d'équipe, etc. Et puis qui ne connaissent pas forcément bien le métier. Dans une organisation organique, ce n'est pas très, très important. Par contre, ce qui est très important, c'est l'autorité conférée. C'est-à-dire qu'en fait, si je ne suis pas reconnu comme étant chef, autant par la hiérarchie que par les collaborateurs, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à manager. Et ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que l'autorité conférée, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui se travaille, qui se conquiert en permanence. Il ne suffit pas que le patron descende à l'atelier en disant « maintenant c'est du chef, vous obéissez ». Il faut que je fasse la preuve auprès de mes collaborateurs que que j'ai cette autorité et que je suis capable de jouer ce rôle. Et pour ça, il faut avoir une véritable autorité naturelle. C'est un des prérequis à cette fonction dans les organisations type organique, c'est-à-dire que l'autorité naturelle est très importante. Alors on comprend très vite au travers de ça qu'il y a déjà une grande distinction entre ce qui va faire les prérequis à l'embauche d'un manager dans une organisation tellurienne, ça va être essentiellement son expertise technique.
alors que dans les prérequis dans une organisation du type organique, le prérequis va être essentiellement sur l'autorité naturelle et la capacité à construire sa propre autorité auprès de ses collaborateurs. On voit bien que dans un cas, c'est la connaissance de la technique qui importe, dans l'autre, c'est la capacité à avoir des relations, à avoir de l'autorité, et voilà, c'est ça. Et donc, c'est deux modes de recrutement qui sont complètement différents. Alors, c'est assez important parce que lorsqu'une entreprise se décide à passer dans un mode organique, elle se trouve avec toute une série de managements intermédiaires qui sont incapables de rentrer dans ce fonctionnement-là parce qu'on ne les a jamais ni formés ni sollicités sur l'autorité naturelle. Et donc, c'est souvent très, très difficile pour eux. Donc, tout ça, ça nous amène à dire qu'au fond, tous ces métiers d'interface sont des métiers d'influence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un effet sur les personnes ont un effet sur moi, et au fond, ce qui va faire le management, c'est la manière dont les processus d'influence vont transformer la manière dont on travaille. Alors, pour essayer de définir l'influence, ce qu'on peut dire, c'est que influencer quelqu'un, c'est obtenir de lui quelque chose que sans moi, il n'aurait pas fait. Hein. Même quand je suis en posture de coach, quand un client vient me voir, euh, forcément, je l'influence. Je suis là pour l'influencer. Mon travail, c'est de faire qu'il ressorte de la séance différent de comment il est entré. Sinon, il a payé pour rien. Dans le management, c'est pareil, c'est-à-dire que le travail du manager, c'est de faire que le collaborateur fasse quelque chose que sans lui, il n'aurait pas fait. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que le travail de manager est un travail d'influence. Mais par contre, ce à quoi il faut être très très attentif, c'est que le passage de l'influence à la manipulation, c'est un glissement assez facile. Et on va essayer de voir au bout de ce séminaire comment on arrive à distinguer influence et manipulation et comment on peut, par un contrat clair, éviter de tomber dans la manipulation. Alors, ce qu'on doit dire d'autre part, c'est que le management d'influence, c'est une posture assez paradoxale. C'est-à-dire que le manager intermédiaire dans une entreprise, il est dans le même paradoxe que le coach interne. C'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui doit générer la transformation et à la fois celui qui vit la transformation, qui est à l'intérieur de la transformation. Donc, il est à la fois dans le problème, puisqu'il fait partie du système, et à la fois celui qui doit faire bouger le problème, ce qui est une posture relativement inconfortable. D'autant plus inconfortable que la plupart des influenceurs se trouvent devant deux difficultés majeures. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas appris à jouer ce rôle-là, ce n'est pas le contrat, et ils n'ont pas forcément la légitimité interne. Ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un combat permanent en quelque sorte. Alors, si on réfléchit à cette notion de compétences, c'est quelles sont les compétences que doit avoir un influenceur pour faire son travail d'influence. C'est assez simple. Je pense que l'engouement des DRH ou des managers pour les formations en coaching nous montre qu'intuitivement, ils ont bien compris que c'est dans les outils du coach qu'ils vont trouver les outils de l'influence. Et ce qui est vrai d'ailleurs, parce que la plupart des outils du coaching sont des outils d'influence, principalement d'influence. En même temps, on peut se dire que n'étant pas coach dans l'entreprise, l'identité de coach qu'ils acquièrent en se formant en coaching n'est pas forcément adaptée à la mission d'influenceur. Mais en tout cas, les outils qu'il y a dans le coaching, posture, outils de questionnement et les méthodes, servent de compétences pour réaliser leur management d'influence. Par contre, la grande difficulté va se trouver dans la façon dont ils vont travailler à se faire reconnaître par l'organisation comme ayant une fonction d'influence. On voit bien que dans la plupart des entreprises du type taylorien, toutes ces fonctions d'influence ne sont pas au CODIR. Le DRH n'est pas forcément au CODIR, le responsable de formation n'est pas au CODIR, le management intermédiaire encore moins. Alors qu'on va voir que dans des entreprises que j'appelais tout à l'heure neuronales, très souvent, le CODIR élargi implique toutes les personnes qui peuvent avoir une influence sur le système. Donc la question qui se pose au manager intermédiaire dans ça, c'est comment faire pour se faire reconnaître dans sa mission d'influence, reconnaître et accepter dans cette mission d'influence. C'est un travail permanent.
Juste pour revenir à cette notion d'influence par rapport à la manipulation, je voudrais juste préciser une chose, c'est que la différence entre la manipulation et l'influence, c'est que la manipulation, c'est un processus d'influence dans lequel l'un des deux, au moins, voire les deux, ne sait pas qu'il est dans un processus d'influence. C'est-à-dire ce que je cherche à influencer quelqu'un sans l'annoncer, sans que ce soit contractualisé, eh bien, je le manipule. Hein. C'est par exemple le petit enfant qui dit une chose à sa mère et une autre à son père pour essayer d'obtenir des deux quelque chose que théoriquement il n'a pas le droit d'obtenir. Il influence, il cherche à influencer ses parents, mais comme il n'y a pas un contrat clair, eh bien, ça s'appelle de la manipulation. Donc la manipulation, c'est une pratique dans laquelle on tombe tous très très facilement. C'est presque inné chez l'être humain de mettre en place des processus d'influence qui sont manipulatoires. Et la seule manière d'éviter que ces processus d'influence se transforment en manipulation, c'est à chaque fois qu'on est dans un processus d'influence, d'avoir un contrat clair. On pourrait revenir là-dessus, mais ça serait un peu long. C'est l'existence d'un contrat d'influence qui fait qu'on ne tombe pas dans la manipulation. Voilà. Tout ça, tout ce qu'on est en train de dire là, ça sort d'un travail depuis une vingtaine d'années en analyse de pratique avec le management intermédiaire qui sait tout ça intuitivement, sans vraiment savoir qu'il le sait, et qui porte ça en lui. Et la fonction de ces groupes d'analyse de pratique, c'est de leur permettre de prendre conscience de ce qu'ils font déjà intuitivement sans s'en rendre compte. Voilà, je vous invite à réfléchir à tout ça et je te laisse la main, Carole. Eh bien, écoute, encore passionnant ce sujet. J'espère que les personnes qui t'écouteront seront aussi passionnées que j'ai pu l'être pendant tout ce temps. Je te remercie beaucoup, Denis, d'avoir accepté cette proposition de venir nous parler avec ton regard, ta perception et l'expérience qui est la tienne. Et à très bientôt À très pour bientôt. une prochaine Merci, Carole. aventure. À bientôt. Au revoir, Denis. Allez, salut.